Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du blog Herba Simple. Je suis Mélanie Ricard-Quirion et dans cet épisode, je vous parle du curcuma, cette épice exceptionnelle. Le curcuma, cette épice jaune vif au goût légèrement amer. C'est pas juste un ingrédient culinaire pour les currys et les moutardes. C'est un véritable trésor de la nature, utilisé depuis très longtemps en médecine traditionnelle, en Ayurveda, entre autres, pour ses propriétés curatives particulières. Loin d'être un simple assaisonnement, le curcuma suscite un intérêt croissant à travers le monde. La multitude de documents scientifiques confirme sa richesse thérapeutique. Ses atouts résident dans la synergie de ses composés actifs et plus particulièrement de la curcumine, qui a une action protectrice précieuse pour tout l'organisme. Dans cet article, je vous invite à découvrir comment on peut le cultiver chez soi, quelques-unes de ses propriétés médicinales et surtout les meilleures façons de le consommer pour en tirer un maximum de bienfaits. Le curcuma est originaire de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde surtout, et c'est une plante vivace qui prospère sous la chaleur et l'humidité. Il s'épanouit dans les sols sableux et argileux bien drainés, où il développe son précieux rhizome, une tige souterraine orangée. Il appartient à la famille des Zingiberaceae, comme le gingembre, la cardamone et le galanga. En Inde, la culture du curcuma est un rituel ancestral. On prend des boutures de rhizome issues de la récolte précédente, qui sont soigneusement enfouies dans un sol labouré et enrichi de compost. Pour préserver son développement, le sol est recouvert d'un paillis de feuilles vertes. Ça limite les mauvaises herbes qui pourraient venir perturber la croissance des nouvelles pousses. Il est semé à la saison de la mousson pour profiter de l'abondance de la pluie. Et le curcuma prend environ 8 mois pour atteindre sa pleine maturité en Inde. C'est par le dessèchement de ses tiges qu'on peut s'apercevoir qu'il est mature. Bien que les rhizomes puissent être utilisés frais, la plupart subissent un processus de transformation pour bien les conserver. Donc, après avoir été bouillis, ils sont séchés au soleil pendant plusieurs jours, ce qui permet de les transformer en une poudre jaune intense. C'est ce qu'on retrouve finalement comme épice dans nos épiceries. Est-ce que vous auriez envie de faire pousser votre propre curcuma au Québec ou ailleurs, dans les pays plus froids? C'est possible, mais il faut s'y prendre un peu plus tôt et utiliser la culture en pot. On lance la culture dès le mois de février pour que les plants de curcuma puissent bénéficier pleinement des chaleurs pendant l'été. Optez pour des rhizomes frais et biologiques pour éviter les traitements anti-germination qui sont effectués sur la plupart des racines, sauf celles qui sont biologiques. Divisez les morceaux de rhizome au besoin en gardant 2 à 3 nodules. C'est des petits bouts qui dépassent de la racine qui font partir les nouvelles feuilles. Faites-les germer en les plaçant dans un peu d'eau ou en les enveloppant de des essuie-tout humides. La germination peut prendre quelques jours puis parfois quelques semaines, donc ne vous découragez pas. Dès que vous voyez des petites pousses vertes, plantez-les dans des pots plus larges que profonds parce que les racines vont rester à la surface mais vont s'étaler à l'horizontale. On les enfouit de 5 à 10 cm de terre, puis les premières feuilles devraient émerger environ après un mois. Le plant aura besoin d'une abondance de lumière, d'eau et de nutriments, pareil comme lorsqu'on le cultive en Inde. Donc, on le sort à l'extérieur lorsqu'il n'y a plus de danger de gel et on le rentrera à l'intérieur avant qu'il y ait les premiers gels à l'automne. Le plant de curcuma peut atteindre 1 mètre de haut et prend au moins 10 mois dans les climats plus froids pour commencer à mûrir. Le rhizome cultivé chez soi n'aura peut-être pas le temps de développer une enveloppe protectrice robuste, comme on le voit sur l'image et en magasin. Il faudra sûrement l'apprêter beaucoup plus rapidement. Donc, on va le transformer dans nos recettes, on va le faire sécher ou on va le congeler avant qu'il se gaspille. Et son goût sera plus doux, moins amer. Il aura probablement que son taux de curcumine sera moins élevé aussi que celui en Inde, mais on pourra attester de sa qualité parce que c'est nous qui l'aurons fait pousser. Doit-on utiliser plutôt du curcuma frais ou du curcuma en poudre? D'un côté, la préparation traditionnelle de curcuma en poudre implique l'ébullition et l'exposition des rhizomes au soleil,
pendant plusieurs jours. C'est certain que ces étapes de transformation-là vont entraîner une dégradation d'une certaine partie de la curcumine, le principal composé actif du curcuma. D'ailleurs, il y a une étude qui a révélé que les pertes pouvaient aller de 50 à 70% en curcumine par ce type de procédé-là. Par conséquent, la qualité de la poudre de curcuma disponible dans les supermarchés varie considérablement parce qu'elle n'est pas testée en laboratoire. D'un autre côté, les rhizomes frais contiennent environ 90% d'eau et la poudre 9%, entre 9 et 10%. Ça signifie que finalement, les rhizomes frais sont 10 fois moins concentrés que la poudre. Alors, le choix entre le curcuma frais ou en poudre peut surtout dépendre de l'usage que vous souhaitez en faire. La poudre de curcuma se conserve beaucoup plus longtemps. Elle est facile à utiliser dans plusieurs recettes. Elle n'a presque pas de saveur. En revanche, le curcuma frais peut tacher la peau, les ustensiles de cuisine, et son goût est différent. Il y a une petite saveur quand même qui va pas changer toute la saveur du plat, mais il y a quand même une saveur qui vient avec le curcuma frais. Mon choix personnel. Pour ma part, comme c'est la qualité du produit qui est plus important, j'ai envie de le cultiver moi-même, mes plants. Donc, pour le séchage, j'ai fait une petite recherche puis j'ai trouvé que les conditions optimales sont à 70 degrés Celsius à l'abri de la lumière. Il y avait une analyse de laboratoire qui vérifiait le taux de curcuminoïdes et la capacité antioxydante des échantillons qui avaient été analysés qui avaient été séchés à 40 degrés Celsius, 50 degrés Celsius, 60 degrés Celsius, 70 et 80. À l'abri de la lumière ou au soleil. Puis ce qu'on a trouvé, c'est vraiment 70 degrés Celsius à l'abri de la lumière qui était le taux de curcuminoïdes qui était le plus élevé. Donc, pour faire ça, on va couper les racines en rondelles et puis la chaleur doit être suffisante pour avoir un séchage rapide, mais en absence de lumière. Donc, la lumière a été le facteur qui avait le plus d'influence sur la dégradation des curcuminoïdes. Donc, on veut absolument être à la noirceur totale pour le séchage. La phytochimie du curcuma. Donc, toute l'activité pharmacologique du curcuma est attribuée aux curcuminoïdes. Mais le rhizome contient aussi d'autres substances. Il est riche en amidon, qui compte pour environ 40 à 60% du rhizome. Il contient des protéines, 6 à 9%, des lipides, 5 à 7%, des minéraux, environ 4%, et une résine qui contient des huiles essentielles, qui compte pour environ 3 à 15%. La teneur en curcuminoïdes varie énormément selon le cultivar, passant facilement de 4 à 12%. Alors oui, il existe différents types de curcuma qui sont cultivés. Chaque région géographique utilise le cultivar qui est le mieux adapté à son climat. Il y en a certains qui contiendront plus de curcuminoïdes, puis il y en a certains qui contiendront plus de résine et d'autres plus de protéines. Donc ça dépend vraiment là de quel cultivar a été choisi et aussi dans quel type de sol il a été cultivé pour avoir les teneurs exactes. Donc, les molécules clés du curcuma sont les polysaccharides de type euconane, qui sont des glucides. Ces glucides-là stimulent l'immunité, ils sont bénéfiques pour le foie, ce sont des fibres solubles. Il y a les curcuminoïdes, qui sont des composés phénoliques. Ils sont anti-inflammatoires et protecteurs de plusieurs tissus et organes, sont des propriétés analgésiques. Et il y a les turmérones et la bisacourone qui sont des sesquiterpènes qui se trouvent dans la résine et l'huile essentielle. Ils sont anti-inflammatoires, aromatiques et antifongiques. Il y a un effet synergique dans la plante entière. On a peu exploré les autres substances présentes dans le rhizome, toute l'attention étant toujours dirigée vers la curcumine. Mais dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y a des études cliniques qui démontrent clairement que le curcuma en poudre ou frais, la racine fraîche, sont nettement mieux assimilés et plus efficaces que la curcumine isolée. La curcumine peut être isolée à partir de la plante en laboratoire et extraite à partir des solvants. Donc, ils ont comparé vraiment les deux sources puis ils ont trouvé que la plante entière était beaucoup plus efficace et mieux assimilée. Donc, il y a un effet synergique dans la plante entière qui n'existe plus lorsqu'on isole la curcumine. Au niveau des solubilités, bien, les polysaccharides de type euconane sont des glucides, donc ils vont être préférablement extraits dans l'eau, surtout dans l'eau chaude. Ils vont
très peu extraits dans l'alcool et si on dépasse l'alcool 30%, ils vont précipiter dans le fond. Ils ne sont pas extraits du tout dans l'huile. Les curcuminoïdes, ceux-là sont très difficilement solubles dans l'eau, mais ils sont préférablement extraits dans l'alcool et plus l'alcool est fort, mieux ils sont extraits et ils sont extraits dans l'huile. Les turmérones et la bisacourone sont presque pas solubles dans l'eau, vraiment une solubilité très très réduite et presque nulle. Ils sont plutôt extraits dans l'alcool très fort et dans l'huile. Si on regarde chacun de ces types de composés-là un peu plus en détail, bien, il est très rare d'entendre parler des polysaccharides du curcuma. Les articles que j'ai trouvés sont vraiment très récents. C'est qu'on a évalué les polysaccharides du curcuma pour être utilisés en même temps que la chimiothérapie par les personnes qui étaient traitées pour le cancer. On voulait savoir si le curcuma pouvait diminuer les effets secondaires. Et puis, on a trouvé que finalement, il y avait des effets bénéfiques de combiner les deux. Les polysaccharides du curcuma, finalement, avaient une incidence positive au niveau de l'immunosuppression. Si ce sujet-là vous intéresse particulièrement, vous pouvez regarder, là, il est dans mes références en bas de mon article. Maintenant, les curcuminoïdes. Il y a trois molécules de curcuminoïdes dans le curcuma, principalement la curcumine, la déméthoxycurcumine et la bis-déméthoxycurcumine. Là, je vous ai mis en image la molécule de curcumine et les autres, ils ressemblent beaucoup. Vous verriez peut-être pas la différence entre les molécules si je vous les avais mis une à côté de l'autre. La curcumine est la composante principale du curcuma. C'est une molécule de la famille des polyphénols. La solubilité dans l'alcool pur est de 10 mg par millilitre et dans l'huile de 3 mg par millilitre, tandis que sa solubilité dans l'eau, elle est beaucoup plus petite que 0,1 mg, donc presque pas soluble dans l'eau. Il y aurait tellement à dire sur le bienfait des curcuminoïdes. Les informations sont tellement abondantes que je vais vous écrire un autre article qui va concerner simplement les utilisations médicinales qu'on peut en faire, parce que sinon cet article-ci serait beaucoup trop long à lire. Pour résumer le tout, on peut dire que les curcuminoïdes sont des antioxydants super puissants. En protégeant nos cellules des radicaux libres, ils ont un effet direct sur toutes sortes de fonctions dans le corps. On sait entre autres la réparation des cellules du tube digestif, le foie, les organes reproducteurs, les yeux, le cerveau, la peau, les vaisseaux sanguins, les reins, les poumons et les articulations. Parce que ce sont des antioxydants qui sont attirés par les corps gras. Donc, ils vont aller se fixer dans les organes qui contiennent beaucoup de lipides pour les protéger de l'oxydation. Et les turmérones dans le curcuma sont des composés de type sesquiterpène. Ce sont des composés aromatiques, donc il y a une saveur, il y a une odeur. L'alpha-turmérone est présente dans l'huile essentielle de curcuma, est très soluble dans l'éthanol pur et dans l'huile, insoluble dans l'eau froide. On peut l'extraire à la vapeur par distillation. On la retrouve aussi dans les extractions au CO2. Les turmérones ont une action anti-inflammatoire antifongique et certaines études mentionnent aussi plusieurs bénéfices sur l'immunité. Dans une expérience de laboratoire, il a été démontré que les turmérones facilitent le passage de la curcumine à travers la paroi intestinale. Elles contribuent donc à l'effet synergique de la plante. Maintenant, comment consommer le curcuma? L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la dose journalière acceptable en curcuminoïdes comme additif alimentaire se situe entre 0 et 3 mg par kilogramme de poids. L'apport moyen de curcuma dans l'alimentation indienne est d'environ 2 à 2,5 g pour un individu de 60 kg, ce qui correspond à un apport quotidien d'environ 60 à 100 mg de curcumine par jour. Ce qu'on conclut de ça, c'est que premièrement, c'est une plante qui est très bien connue. Il y a une grande quantité d'individus qui la consomment sur la Terre, dans le monde. Et puis aussi, c'est un apport quotidien qu'on parle ici. On ne parle pas d'un apport de temps en temps, là. C'est tous les jours que les gens consomment le curcuma en Inde. Un des usages du curcuma, c'est de protéger les aliments pendant la cuisson. Ses capacités antioxydantes, ils peuvent réduire la quantité de radicaux libres qui sont générés par la cuisson des aliments.
Quand j'ai réalisé ça, j'ai commencé à saupoudrer de curcuma en poudre les aliments que je faisais cuire à grande chaleur, comme ceux qu'on met sur le grill ou qu'on met à température élevée dans le four ou qu'on fait cuire dans la poêle. De cette façon, j'ai l'impression, en tout cas, de diminuer la quantité de protéines dénaturées et de gras oxydés que je consomme dans un repas. Pour moi, c'est une mesure facile à appliquer parce que le curcuma en poudre, il n'y a pas beaucoup de goût. Alors, il s'agence avec plusieurs types de recettes. Maintenant, pour améliorer l'assimilation des curcuminoïdes dans le curcuma, parce que je voudrais le prendre comme en prévention pour ma santé, je voudrais en consommer plus. C'est avantageux de consommer le curcuma avec des corps gras. D'ailleurs, traditionnellement, en Inde, le curcuma est consommé avec du ghee, qui est du beurre clarifié. Et pour améliorer encore son assimilation, on peut ajouter aussi du gingembre. Il y a une synergie particulière entre le curcuma et le gingembre. Puis dans l'article que je vous ai cité dans les références, on a trouvé que le ratio optimal était de 7 portions de gingembre sec pour 10 portions de curcuma en poudre. C'était la synergie optimale pour améliorer l'assimilation des curcuminoïdes. Et en plus du gingembre, il y a aussi le poivre. Le poivre est un aliment, finalement, qui crée une légère irritation dans la muqueuse digestive. Et c'est à cause de cette petite irritation-là que la curcumine va être mieux assimilée dans le tube digestif. Donc, le ratio optimal qui a été trouvé dans les études cliniques est de 1 portion de poivre pour 10 portions de curcuma en poudre. Cependant, je tiens à dire que si on a une inflammation du type digestif, un ulcère ou une inflammation, une douleur quelconque, c'est peut-être pas le bon moment d'utiliser du poivre dans notre préparation. Dans ces cas-là, on va tout simplement utiliser le curcuma seul ou le curcuma avec le gingembre. Et je vous mentionnais plutôt que le curcuma n'était pas vraiment soluble dans l'eau. Et pourtant, j'ai trouvé que les infusions de curcuma pouvaient servir à soulager plusieurs problèmes digestifs. La Commission E, qui est le Conseil scientifique allemand pour la médecine traditionnelle, mentionne des préparations de 0,5 à 1 g de curcuma en poudre dans l'eau bouillante, pris 2 à 3 fois par jour pour différentes difficultés digestives. On parle de ballonnement, on parle de coliques, on parle de gaz. Et il y a une autre préparation qui est de 22 à 25 grammes de curcuma frais, infusé dans l'eau bouillante, pour tous les désordres de foie et de la vésicule biliaire. C'est certain que la curcumine extraite est vraiment en quantité minime, mais ça a l'air que la préparation est tout de même assez efficace pour avoir traversé tous ces âges. Donc, il y a plusieurs personnes qui attestent de cette utilisation-là. Elle est mise en référence par la Commission E. Et on a même démontré qu'une infusion de curcuma pouvait diminuer les dommages au foie après une intoxication à l'éthanol. Ça a été vérifié sur les animaux. L'infusion de curcuma est donc une option intéressante pour les lendemains de veille. Peut aider à se remettre d'une veillée un petit peu trop arrosée. C'est vraiment une suite logique par rapport à ce que j'écrivais dans la phytochimie pour l'harmonie du foie, dans lequel je vous explique que le curcuma agit sur la phase 1 et 2 de détoxification puis qu'il favorise le glutathion. Personnellement, par contre, j'aurais ajouté un lait végétal à l'eau parce que le corps gras va inciter à dissoudre un peu plus de curcumine, puis j'aurais aussi ajouté du gingembre. C'est pourquoi je vous propose une recette de latte, dans lequel je mets 350 ml de lait d'amande chaud avec 5 ml de poudre de curcuma et 5 ml de gingembre frais. On peut aussi ajouter une pincée de poivre, mais c'est facultatif. Si vous avez l'estomac irrité, c'est peut-être pas le bon moment d'en ajouter. On ajoute aussi un 5 ml d'huile de coco pour ajouter encore plus de corps gras et favoriser l'assimilation des curcuminoïdes. Vous avez peut-être observé que plus haut, je citais un ratio 7:10 entre le gingembre et le curcuma. Et ici, je n'ai pas fait de différence entre la quantité de curcuma et de gingembre dans le latte. Mais c'est aussi que dans cette recette-ci, j'ai pris du gingembre frais et non pas du gingembre séché. Donc, on n'a peut-être pas un ratio exact de 7:10. Et si vous voulez y aller de façon optimale, vous pourriez utiliser du gingembre séché. Et dans ce cas, vous mettriez 3,5 ml
de gingembre en poudre. Et c'est sans oublier ma petite recette de smoothie pour l'harmonie du foie que vous pouvez trouver dans mon article sur le sujet. Avec toutes les informations que je viens de vous partager au niveau du curcuma, est-ce qu'il y en a qui vous surprennent? Est-ce que ça vous donne le goût de le consommer tous les jours? Si le cœur vous en dit, je vous invite à partager avec moi vos astuces et vos recettes sur mon blog dans la section des commentaires. Et je vous retrouve dans le prochain épisode.